Donc ce soir, je suis ravie d'ouvrir le nouveau cycle de conférences de la maison d'architecture Pavillon Cycli. Il s'agit de Pas de deux. C'est un thème qui évoque le dialogue, les échanges entre deux individus. Je me permets aussi de vous rappeler la mission de la maison de l'architecture Pavillon Cycli, c'est de rassembler, de fédérer autour d'une question de l'architecture et de l'art du bâti. Il s'agit pour nous principalement de nous adresser au grand public. Et puis finalement, je me demande si parfois, en tant qu'architecte, on est vraiment capable de nous adresser au grand public. En revanche, ce que nous sommes à peu près capables de faire, c'est d'inviter des gens, des acteurs dans la production de la ville qui œuvrent pour la qualité de l'architecture pour tous et pour toutes, et qui sont à l'écoute de l'évolution des besoins de la société. Donc dans ce sens, nous avons invité... Attends, je me mets comme ça. Nous avons invité Sophie Delay, qui est une architecte... En fait, ça me crie dans les oreilles. Oups. Qui est une architecte basée à Paris. Elle travaille vraiment pour le grand public. Elle construit des logements pour tous et pour toutes, des logements qui sont flexibles et qualitatifs. Elle évolue dans des cadres contraints de bailleurs sociaux excessivement contraignants, de promoteurs immobiliers en France. Et elle joue avec toutes ces règles, elle joue avec toutes ces contraintes et elle sait en permanence les détourner. Son travail a déjà été primé par de nombreux prix et elle est actuellement professeure de projet à l'École polytechnique de Lausanne. Mais en fait, pour discuter, pour parler de ces projets de grande innovation, il fallait pas moins que le professeur Jacques Lucan pour nous aider à mieux saisir les projets. De quoi ? Je me suis trompée ? Qu'ai-je dit ? Mais je suis partie dans l'exagération de toute façon. J'ai encore 10 minutes pour dire à quel point c'est quelqu'un de bien. Alors je commence. Monsieur Jacques Lucan, professeur, est architecte et théoricien de l'architecture. Il a permis à de nombreux architectes de mettre des mots sur des formes. Il a reconstitué les trajectoires de l'innovation. Ainsi, lorsque je lui ai demandé avec qui il voulait parler ce soir, il m'a dit « Sophie Delay, il n'y a plus qu'elle qui innove ». Et donc maintenant, c'est à vous. Il faut nous expliquer pourquoi. Bonsoir. Merci Marlène de ces mots trop élogieux. Je suis professeur honoraire. Ouais. Petite différence, malgré tout. Bien, donc, je vais faire une introduction, pas trop longue, plutôt courte. Et donc après, je pense Sophie présentera un certain nombre de choses, des questions que moi aussi je vais te poser ou que j'essaierai de lui poser en même temps. Alors, avec Sophie Delay, nous allons parler de logement collectif. Et le logement collectif pour le plus grand nombre. Pour moi, enfin pas pour moi, je pense, c'est une invention du XXe siècle. C'est au XXe siècle que se sont définis les types architecturaux qui vont être communs, au fond, quasiment à tous les pays européens. Quasiment. Bien sûr avec des différences, bien sûr avec des variations d'un pays à l'autre, mais grosso modo, les types de logements sont relativement semblables. Alors ça, c'est important parce que cette invention du XXe siècle, elle correspond de ce fait à un mode de vie urbain, ce qui n'était pas forcément tout à fait le cas avant, à cette échelle. Ce mode de vie, il est globalement aussi commun à tous les pays européens. Un mode de vie, parce qu'il est mode de vie, véhicule des habitudes, une permanence et même une résistance au changement. Les modes de vie évoluent, bien sûr, mais certainement pas aussi rapidement que certains n'arrêtent pas de nous le dire. Alors cette question-là, c'est une question pour moi importante. Cette question par rapport à ces deux déterminants dont je viens de parler, à savoir
mode de vie partagé par le plus grand nombre, et puis le mode de vie qui évolue lentement. J'ai parlé à ce sujet, pour ce qui est du logement collectif, d'un produit vernaculaire moderne. Un concept, bien sûr, en lui-même plutôt un peu paradoxal. Mais bon, ça, si vous voulez en savoir plus, parce qu'il faut bien que je le montre quand même, vous achetez ce bouquin puis vous le lisez, c'est les choses dont je parle. Ce sera tout, j'en parlerai pas plus de ce... C'est ces questions-là que j'ai essayé effectivement d'aborder. Mais qu'est-ce qu'on pourrait donner comme définition minimale d'un logement? Un logement est constitué de pièces. C'est une évidence. Constitué de pièces, c'est ce qui en fait, du point de vue de la spatialité, un produit qui doit assez peu au principe de fluidité spatiale ou au principe de plan libre. Donc, un produit qui se situe dans ce que j'appelle l'antinomie de l'architecture moderne. Le plan du logement collectif est le plus souvent, on va dire, paralysé. Il n'est pas libre. Si ce plan veut être libre ou libéré, il oublie les pièces et veut devenir ce que l'on appelle communément, ou ce que l'on appellerait communément un loft. Mais on sait qu'un loft est seulement destiné à des célibataires ou à des couples sans enfants. Alors c'est cette question-là qui est assez importante à mes yeux, parce que le logement pour le plus grand nombre est destiné à des familles. Alors, que ces familles soient nucléaires, qu'elles soient décomposées, qu'elles soient recomposées, ou qu'elles aient toute autre forme qui n'est pas encore devenue commune, ça c'est une évidence. Mais quelque part, ce sont des logements qu'on appellera toujours un peu des logements familiaux. Alors, avec des logements constitués de pièces, qu'est-ce qu'on fabrique? On fabrique, je vais dire, deux types de bâtiments. Principalement. Évidemment, on verra qu'il y en a d'autres aussi tout à l'heure, grâce aussi à Sophie. On fabrique deux types de bâtiments. Des bâtiments linéaires, des bars, qui ont deux côtés, avec les chambres d'un côté, le séjour de l'autre. Typologie très très courante, depuis le début du XXe siècle. Ce qui se construit aujourd'hui très très communément en Suisse. Très communément. Le deuxième type, c'est des bâtiments ponctuels, des plots comme on les appelle, qui ont 4 angles. Et donc, à ces 4 angles, on situe les séjours des logements. Ça va de soi. Ce qui se construit aussi très très communément en Suisse, comme dans d'autres pays. En France, par exemple. À partir de ces types, que l'on peut dire presque universels, de multiples variations sont possibles, et même des hybridations. Évidemment, ces types, personne ne les a jamais inventés. Et les types n'ont pas été inventés par des architectes. C'est pour ça que je parle de vernaculaire moderne. Certains diront que les types de logements collectifs pour le plus grand nombre sont une adaptation à minima du logement collectif bourgeois, notamment celui de la fin du XIXe siècle. Ok, je suis d'accord. Mais qui a inventé le logement collectif bourgeois? Personne n'est capable de répondre. Donc, qu'est-ce que font les architectes? Ils travaillent avec les types, ils les développent, ils cherchent les solutions les meilleures par rapport à de multiples données ou contraintes, par rapport aussi à certains choix qu'ils font, certains faisant des choix différents d'autres. Quelquefois, ils cherchent à inventer, à s'orienter vers un nouveau dispositif de logement, vers un nouveau modèle qui n'est pas encore un type. Je fais une différence entre les deux. Donc, ils vont chercher à inventer un nouveau modèle.
ils peuvent espérer que ce nouveau modèle devienne un type, c'est-à-dire qu'il soit adopté par d'autres que cet architecte, par d'autres qui doivent être, quelque part, plus nombreux. Mais rien ne l'assure, lui, cet architecte, que ça puisse advenir. Bien sûr, rien ne l'assure. Alors, dans l'histoire, somme toute, récente de l'architecture contemporaine, je dirais qu'il y a des types qui se sont développés, qui ne sont pas tout à fait habituels ou qui ne sont pas tout à fait... rangerait pas tout à fait dans ces deux types que j'ai évoqués précédemment. Par exemple, je donnerai que deux exemples, le type du logement en duplex, qui s'est développé avec comme modèle sans doute initial très important l'unité d'habitation de Marseille, on le sait tous. Et le logement en duplex a connu de multiples variations, distribué par coursive, distribué par rue intérieure, distribué par cage d'escalier, ce développement d'un niveau à l'autre, par de niveaux, par tiers de niveau, enfin tout un tas de variations possibles. Il faut remarquer que, malgré tout, j'ai l'impression, personnellement, que le logement en duplex a connu ses heures de gloire peut-être dans les années 60, 70, 80, et qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il a moins bonne cote. Pourquoi ? Je n'en connais pas les raisons. Mais enfin, on peut les imaginer un peu. À la fois des raisons peut-être économiques, peut-être, je n'en sais rien, mais aussi peut-être parce qu'ils sont peut-être moins recherchés. Donc, ils ne correspondent plus tout à fait au mode de vie qu'attendent les personnes qui vont habiter. Des questions qu'on peut se poser. Un autre exemple, c'est ce qu'on a appelé le logement intermédiaire, c'est-à-dire l'intermédiaire entre l'individuel et le collectif. Celui-là aussi, il a un peu perdu la cote. On en parle beaucoup moins. Peut-être que ce serait utile de réinterroger cette question. Sans doute, comme ce serait peut-être utile de réinterroger la question du logement quand il était duplex. Mais, pour quelle raison ? C'est une question que vous pouvez certainement vous poser. Donc, en orientant certains choix, qui potentiellement, ces choix portent vers l'idéalité d'un nouveau modèle, qui le deviendra peut-être, on pose implicitement la question de l'innovation. L'innovation. Et cette question-là, c'est pas une question simple. Cette question, elle doit être prise à mes yeux avec précaution, puisqu'il s'agit, comme le dit Sophie Delay, j'imagine qu'elle va employer le mot tout à l'heure, à chaque fois il s'agit de faire un pas de côté par rapport à ce qui se produit le plus communément. Quelle est la signification de ce pas de côté ? Je distinguerai donc, si tu me le permets Sophie, plusieurs pas de côté possibles, qui ne sont pas exclusifs les uns des autres, qui peuvent se compléter, qui peuvent s'articuler, selon des modalités diverses. Mais je n'épuiserai évidemment pas la question, loin de là. Donc je ne traiterai pas nécessairement de toutes ou ces pas de côté. Peut-être que même certains, je ne les connais pas. Alors la question à mes yeux, 2 ou 3 pas de côté ou questions qui se posent aujourd'hui ou qu'on peut poser et pour lesquelles un certain nombre de réalisations peuvent servir aussi peut-être de repères. La première question, c'est la question de la pièce et de son usage. Donc aussi de la relation entre les pièces. Les attributions des pièces peuvent-elles être remises en cause ? Les pièces, c'est quoi ? C'est les chambres, les séjours, les cuisines, etc. Est-ce qu'on peut remettre en cause cette attribution à une fonction, à un usage ? Est-ce qu'on peut remettre à jour ou est-ce qu'on peut modifier
la signification de ces pièces du fait, on peut dire, des évolutions familiales, bien sûr, et du développement de nouveaux usages. Ces usages sans doute liés à Internet et aux moyens numériques. Donc comment les prend-on en compte dans le dispositif du logement? La fonction, la pièce, donc, la question c'est, peut-être, doit-elle être plus neutre, plus ouverte, moins déterminée? Je pense que ça fait partie d'un certain nombre de questions que Sophie a développées à travers plusieurs réalisations. Alors ces intégrations sur la pièce aussi, c'est celles qui ont pu être abordées avec quelquefois le besoin ou la nécessité, peut-être dans les appartements ou dans les logements qui sont souvent des logements pas de très grande dimension, c'est-à-dire, puisqu'on est ici par rapport à vous, aux logements suisses qui sont très grands pour nous, français, hein, la question de la pièce en plus. La question de la pièce en plus, c'est peut-être aussi là un thème qui est actuel, dans la mesure où aussi où le Covid a fait, pas surgir, mais a fait se questionner par rapport à cette dimension du logement où chacun devait avoir une certaine indépendance, peut-être trouver une certaine solitude, ce qui n'est pas toujours le cas quand il n'y a pas une pièce en plus ou quand il n'y a pas suffisamment de surface dans un logement. Cette pièce supplémentaire, ouverte à une diversité d'usages, est l'élément que mettent en œuvre, par exemple, Anne Lacaton et Jean-Philippe Vassal, dans des réhabilitations de bâtiments construits dans les années 60 et 70, sans pour autant qu'ils interviennent de façon forte sur la structure même des bâtiments, mais bien plutôt en cherchant à leur ajouter quelque chose. Alors ces questions, et je vais en terminer là, cette question de la pièce supplémentaire, ça pose aussi celle des prolongements du logement, des prolongements extérieurs à ce qu'on appelle toujours un peu comme ça, bien que le mot je l'aime pas du tout, les cellules, extérieures aux cellules. Des logements sans prolongement extérieur, peut-être ne sont-ils devenus aujourd'hui inactuels, avec notamment le réchauffement climatique. Bien sûr, il y a des différences entre des situations très urbaines et des situations périurbaines. Tout le monde en conviendra. Mais ces prolongements extérieurs, au fond, peut-être sont-ils effectivement indispensables aujourd'hui et de plus en plus dans le futur. Ce sont aussi ces prolongements extérieurs, ce sont aussi les espaces partagés. Mais comment on les conçoit autrement que sous la forme de locaux supplémentaires, plus que des locaux supplémentaires? Comment sont-ils partie prenante de l'architecture elle-même? Comment est-ce qu'ils la configurent? Ça, c'est une question aussi auquel s'est beaucoup intéressée Sophie Delay. Alors bien sûr, il y a d'autres questions. On ne les abordera pas ici, ou du moins, on pourrait les aborder, mais on n'en finirait pas. Et puis peut-être que ce n'est pas celles auxquelles on consacrera ce soir un certain nombre de réflexions, à savoir, je ne parlerai pas de l'empreinte carbone des matériaux et des moyens de construction. Ok, ça c'est un problème qui est lié aux autres, tout à fait. Mais au fond, on le laissera de côté. On ne parlera pas non plus, alors que c'est un problème qui sans doute va se poser de façon très importante ici comme ailleurs, la thématique de la reconversion des bâtiments ou de la transformation des bâtiments, qui est un sujet, je pense, indispensable à réfléchir de nouveau. Donc toutes ces questions-là, auxquelles on peut en ajouter, on les laissera un peu de côté, au profit, bien sûr, d'une réflexion sur le logement comme matière. Parce que ce dont on ne parlera pas non plus, au fond, bien qu'on sache qu'elles sont là, et qu'on s'y intéresse beaucoup, très souvent, c'est la question des formes urbaines.
On s'y intéressera pas tout à fait ce soir. Donc c'est la question du logement comme matière. Avec cette matière, on peut faire toutes sortes de formes urbaines. Hein. Mais c'est cette matière initiale qui va être le sujet de nos interrogations. Je crois, Sophie, je te donne la parole maintenant parce que tu en as bien plus à dire que moi lorsque tu vas montrer ces projets. Merci, Jacques. C'est bien parce que j'ai pas mal d'accroches. Je vais essayer de pas faire trop de détours, mais n'hésite pas à me couper. Bon, je rentre pas dans un tunnel. J'ai choisi 5 ou 6 projets qui illustrent un peu cette question de l'innovation dans le logement, qui est une question, parce que moi j'ai pas l'impression d'innover, j'ai l'impression de faire des projets, donc ça peut être Trop modeste. un échange. Peut-être avant, je voudrais me présenter un peu rapidement, dire d'abord que je ne travaille pas toute seule, que j'ai une agence, une équipe. Voilà, donc ça c'était une photo la semaine dernière à l'agence. J'ai un petit protocole tout simple, c'est qu'on a une table qui a une dimension limite, c'est-à-dire que c'est la plus grande table possible, elle fait 8 places, donc on est au maximum 8. Je considère que c'est la meilleure manière de travailler ensemble, en tout cas pour moi, puisqu'elle a une dimension domestique, en même temps une dimension collective. Et on n'est pas en plusieurs groupes, etc. On est tous ensemble pour travailler. Il y a un peu plus de 10 ans, j'ai fait un choix un peu franc, on va dire. C'est-à-dire que j'ai décidé de me consacrer exclusivement à la question de l'habitat et de ne pas travailler sur d'autres programmes. Pourquoi ? Parce que c'est un sujet qui me passionne, parce qu'il tisse des liens très étroits entre des questions spatiales et des questions sociales. Et qu'en fait, c'est pas un art mineur pour les architectes de travailler sur le logement, parce que le logement, ça constitue peut-être 80% de la matière urbaine, et que si on transforme le logement, si on transforme bien, on transforme la ville et on l'emmène dans un sens. Et travailler sur le logement, c'est peut-être ce qui est particulier chez un architecte qui travaille sur le logement, c'est le fait qu'il observe le monde, qu'il travaille l'architecture à partir de l'intérieur. Et bon, là, ici, vous avez la leçon d'anatomie de Rembrandt. On imagine qu'à l'époque, lorsque justement ces docteurs découvraient l'intérieur du corps, eh bien, c'était toute une révolution dans leur regard sur le corps lui-même. C'est-à-dire qu'une fois sorti de cette leçon, j'imagine qu'on pouvait observer le corps et comprendre, et le voir même, deviner des choses qu'on ne pouvait pas deviner avant, même depuis l'extérieur. Alors Jacques en a parlé, juste c'est un petit schéma qui parle du fait que actuellement on est face à des enjeux qui sont un peu particuliers puisqu'on est de plus en plus sur Terre, vous le savez, donc la densité est une condition contemporaine, enfin, obligatoire. On est obligé de penser le logement pour les villes. Et cette densité, il faut l'imaginer de manière positive, penser qu'elle peut être capable d'apporter à l'habitat des qualités qu'on ne peut pas trouver dans des conditions qui ne sont pas urbaines. Donc c'est ce que vous voyez ici, c'est-à-dire qu'on est de plus en plus, mais aussi on est dans une société qui s'atomise de plus en plus. Et ce dont tu parlais, Jacques, le fait que l'on parle toujours de famille, c'est une réalité, mais elle est, on va dire, plus décomposée et plus libre aussi, c'est-à-dire que la famille, ce qu'on appelait autrefois la famille dans les programmes, on pourrait l'appeler aujourd'hui les foyers, elles prennent différentes formes. Et chacune des personnalités de ce foyer a une plus grande autonomie qu'il y a 50 ou 60 ans. C'est en partie dû aux réseaux sociaux, etc. C'est-à-dire que chacun peut tisser ses relations aux autres d'une manière beaucoup plus libre qu'avant. Je vous montre ce dessin d'Andrea Branzi que je trouve très beau, puisque on ne sait pas vraiment s'il s'agit d'une maison ou s'il s'agit d'une ville. Moi, j'appelle ça un peu une maisonnée, en fait, presque.
Elle est intéressante il est intéressant ce dessin parce que justement, on ne comprend pas bien l'échelle à laquelle on se situe. Ce qu'on comprend, c'est que c'est une manière de vivre ensemble et qu'il y a des choses qui sont à l'intérieur, des choses qui sont à l'extérieur, qu'il y a des arbres, qu'il y a des chiens, qu'il y a même des morts, donc il y a de l'histoire aussi. Il y a un sol, il y a un toit, il y a un grenier. Il y a des gens qui sont connectés ou déconnectés, etc. Et c'est un peu de ces foyers-là dont je parle. Hormis la question, enfin, de manière plus large sur la question de l'architecture et en particulier sur la question de l'habitat, la question que je me pose à chaque fois que je commence un projet, si j'essaie de la dire simplement, c'est comment faire en sorte que une forme de liberté puisse trouver sa place dans le projet. Pour les habitants, mais aussi pour nous, en fait, pour nous architectes qui sommes à la table. Et pour moi, cette photo du musée d'art de Sao Paulo, de Lina Bobardi, est une des plus belles photos d'architecture que je connaisse, puisque l'architecture est l'actrice principale, mais elle est complètement... elle est en second plan dans cette image, puisque c'est cette foule qui prend place sous le bâtiment, qui est le sujet finalement de la photo. Donc comment faire une architecture qui n'est pas... qui, une fois qu'elle est livrée, produit plus qu'elle-même. L'architecture, c'est pas une fin en soi, on est là pour accueillir les établissements humains, et donc on est un peu comme des passeurs entre une volonté politique et une réalité habitante. Voilà, nous, on passe la main. Et donc cette perspective-là, pour moi, c'est la plus belle perspective pour un architecte. La leçon que nous donne Lina Bobardi, que j'aime beaucoup parce qu'on ne sait jamais comment s'y prendre justement pour pouvoir offrir et prendre cette liberté, c'est que on peut, en tout cas, elle nous fait la démonstration, parce qu'ici on voit dans son contexte le bâtiment, on voit aussi quelle structure ça représente, quel effort ça représente d'offrir un tel espace public qui se trouve donc sous un musée, c'est-à-dire que ça faisait pas partie du programme à l'origine. On comprend que on peut agir de manière forte, que peut-être cette liberté elle arrive parce que on a agi de manière à la fois forte et à la fois généreuse. J'ai envie de dire que ces deux qualités ensemble sont plutôt favorables à ce que des choses puissent advenir qu'on ne pouvait imaginer avant de faire un projet. Le logement, c'est pas comme Lina Bobardi des programmes qui comprennent des grandes salles, comme voilà, ici c'est une grande salle, vous avez vu une grande salle de musée, extraordinaire d'ailleurs. Le logement, c'est une multitude de pièces, de toutes petites choses. En fait, c'est une matière un peu faible pour pouvoir agir. Donc à l'agence, on cherche tout le temps comment recomposer une forme de grande dimension. On peut parler d'une dimension collective, hein, c'est-à-dire comment cesser de perpétuellement atomiser les projets en toutes petites pièces, mais comment offrir des grandes dimensions aux projets qui ne sont pas prévus au programme, et comment tisser aussi des relations multiples qui seraient à l'image justement de ce foyer dont je vous parlais, qui lui-même a une multitude, chaque personne a une multitude de relations au sein du foyer et à l'extérieur du foyer, comme on le souhaiterait pour chaque projet. Voilà, alors on parlait de pas de côté, c'était le mot qu'on s'était donné, et j'aime beaucoup cette photo de Barbara Probst, puisque c'est un même moment saisi de deux points de vue différents. C'est-à-dire que suivant que l'on regarde l'homme pour la photo de gauche ou qu'on regarde la femme de la photo de droite, on perçoit les choses différemment. Donc un pas de côté, c'est ça, c'est se déplacer et regarder et découvrir d'autres choses. Et au fil des projets que je vais vous montrer, j'ai noté quelques petites comment on appelle ça, un répertoire. Merci. Voilà, souvent dans les projets, on cherche à trouver la bonne question, et même trouver la question, puisque en fait, quand on reçoit un programme qui nous décrit un site, un nombre de logements, des typologies, etc., on n'a pas de question, donc c'est à nous de trouver la question qu'on a envie de se poser. Voilà.
et trouver la bonne question. Donc faire un pas de côté, saisir les opportunités, parce qu'en fait, la chance qu'on a quand on fait un projet, c'est que adviennent des choses qu'on ne peut pas penser préalablement. Le projet nous fait des propositions, et parfois on pense que ces propositions qu'il nous fait sont des opportunités. Et les projets créent de la connaissance, en fait, au fur et à mesure qu'on les fabrique. Trouver un angle d'attaque pour œuvrer, vous allez le voir, parfois on ne sait plus comment faire, donc il faut trouver un angle d'attaque. Se déshabituer, parce que quand on fait que du logement, on a vite l'habitude de faire du logement et on a envie, il faut sortir de la routine pour rester éveillé, on va dire. Prendre leçon de ses expériences, puisque là je parle pour moi, mais comme ça fait 10 ans que je fais que du logement, je peux retourner dans des bâtiments qui ont été construits et voir un peu comment ça se passe. Évidemment, trouver le moyen de prendre du plaisir, ça va aussi avec se déshabituer. Et évidemment, faire ensemble. Ça peut être à l'agence, ça peut être quand ça se passe bien avec nos clients, quand ça se passe bien avec les entreprises et parfois avec les habitants. Alors à l'agence, au fur et à mesure de nos projets, on s'est rendu compte qu'on avait des thèmes récurrents, en fait, des espèces de marottes, et qu'on a appelé comme ça les partages. La question des partages, c'est un joli mot, le mot partage, puisqu'il désigne à la fois le mot partage désigne à la fois partager désigne à la fois ce qui met en part. On partage un gâteau en faisant des parts, et partager, ça désigne aussi ce que l'on partage. Donc c'est aussi ce qui réunit, et je pense que c'est quelque chose qui concerne vraiment la question du logement. Les protocoles, ce sont tous les leviers dont je vous ai parlé. Pour chaque projet, on a un petit protocole de travail qu'on découvre, qu'on essaye d'imaginer, et puis qui est une espèce de ligne guideline pour le projet. Évolutivité, c'est de faire en sorte que le logement soit toujours ouvert au changement. La question des motifs, qui parle de la composition du plan. Vous en avez vu un juste avant, un petit motif à côté de Annie Albers, du tissage d'Annie Albers. Interprétation, on est intéressé par la manière dont les habitants peuvent interpréter une partition de l'espace, comme un musicien le ferait, interpréter la proposition qu'on leur fait le plus librement possible. Et on est intéressé aussi à ne pas réfléchir au logement proprement dit, mais à réfléchir à plus petit et plus grand. Voilà, donc ça c'est un tableau, c'est une espèce de bataille navale où vous avez en bleu donc les projets, enfin c'est une partie des projets, et en rouge les thèmes, ces thèmes-là. Donc vous voyez, il y a des projets qui cochent toutes les cases, qui sont hyper forts. D'ailleurs, c'est l'un d'eux que je vais vous présenter en premier. D'autres qui n'ont qu'une thématique développée. On parle d'innovation, on en parlera après, est-ce qu'on innove ou pas, mais en tout cas, ça, c'est une forme de recherche qu'on fait un peu au long cours. Et ces thèmes, par exemple, il y a certains thèmes qui apparaissent actuellement, par exemple. Donc c'est aussi en soi un protocole de travail qui est ouvert, qui est voué à évoluer. Donc on a un livre comme ça qui présente d'un côté les projets, donc plan, coupe, élévation, image, et de l'autre côté les thèmes qui sont des documents spécifiques sur chaque projet. Alors moi j'ai eu la chance d'abord ce que je n'ai pas dit, c'est que avant de m'installer à Paris, j'ai cofondé une coopérative d'architecture. On était à Lille, on était 5 associés, et on a fait un one shot. On a fait un projet à Nantes qui est celui-ci, et qui a été pour moi une chance incroyable, puisque vous allez le voir, il a déroulé une série de préalables importants pour la suite. Et l'une des choses assez extraordinaires, c'était surtout la commande qui nous a été faite, puisqu'on avait un bailleur social qui a lancé un concours sans projet au départ. La sélection se faisait sans référence et sans projet. On devait envoyer 1 à 4, développant ce qu'était pour nous, et alors là, c'est une espèce de phrase un peu longue, mais que je vais vous dire, le logement urbain, dense, individualisé, expérimental et innovant. Voilà, une page.
Et donc, on a été retenu, on a fait le concours ensuite et on a gagné. Ce qui est intéressant dans cette formulation, c'est que logement urbain, dense, individualisé, Jacques, en fait, ça parle de logement intermédiaire. Et le client s'était bien prémuni de ça, c'est-à-dire qu'il n'a pas utilisé le mot intermédiaire. Donc, il ne nous a pas mis dans un sillon, un type architectural. Il a laissé la question, il a essayé d'être précis. Pour lui, quand on lui a posé la question, il nous a dit, nous, ce qu'on veut, c'est faire la démonstration que c'est urbain, c'est-à-dire que c'est dans la ville, c'est dans Nantes, parce que c'est l'avenir, que c'est individualisé, parce qu'on a toujours les habitants, nos habitants ont toujours une forme d'idéal qui serait la maison individuelle. Donc, comment concilier ces deux questions ? Donc, urbain, dense, individualisé, expérimental et innovant. En résumé, ça voulait dire carte blanche. Voilà. Et le site, alors ça marche ou pas? Non. Voilà, le site, il se situe donc à la lisière d'un quartier pavillonnaire. Je vais faire des bêtises. À la lisière d'un quartier pavillonnaire, vous voyez toutes les petites maisons ici, et d'un quartier qui se densifiait à l'époque et qui était bordé d'un grand parc urbain. Donc nous, notre parcelle était ici et c'est le projet que je vais vous présenter. Donc vous l'avez vu, c'est une série de petits bâtiments assez fins, parallèles, R+1, R+2, et qui voilà, sont strictement parallèles. Les bâtiments font 4,60 m d'épaisseur, les espaces font 4,60 m d'épaisseur. Donc c'est très catégorique comme ça, il n'y a pas de prévalence entre l'intérieur et l'extérieur. Et par comparaison, le document a été tourné, par comparaison, le projet qu'on a fait en rouge correspond à une densité de 120 logements à l'hectare. Et ici, vous avez donc, ce qui est comparable à un collectif avec son jardin au pied du collectif. Et en rouge, là, vous avez 55 logements individuels, comparé à 55 logements individuels en bleu, donc qui vous montre un peu la densité qu'on devait acquérir. Ce que vous allez voir, c'est qu'en fait, les espaces entre les bâtiments ici ne sont pas des séparations, mais des connexions, ce qui nous permet finalement d'atteindre la densité qui était demandée, puisqu'en fait, tout le problème, quand on fait un plan de pavillonnaire, c'est de mettre à distance les maisons les unes des autres pour ne pas être ennuyé par son voisin. Donc ici, vous allez voir comment on résout cette question. Parallèlement à ça, la question de la carte blanche nous intéressait. On était jeunes, on n'avait pas beaucoup, on était assez naïfs, donc on a pris une piste un peu, on s'en est rendu compte après, très complexe à réaliser finalement, et pourtant notre idée était très simple, on voulait même se simplifier la vie. On s'est dit que le logement pouvait être composé d'une collection de pièces de taille identique, désassignées, c'est-à-dire sans usage, préétabli par l'architecte, parce que le programme, il comprenait quand même 3 petites contraintes, c'était un budget, un nombre de logements et une répartition des typologies. C'est tout. Il n'y avait pas plus de détails que ça. Et donc, dans la répartition des typologies, on se disait que c'était étrange, d'abord parce que c'était mobile, enfin les familles, s'il y a un idéal de maison, l'idéal de la maison, c'est aussi de rester chez soi, malgré les changements dans la vie. Donc, quand il y a un enfant qui s'en va faire ses études, on peut rester chez soi, ou quand il y a quelqu'un qui arrive de nouveau, etc. Donc, on a imaginé aussi que les familles, c'était difficile de s'en faire un portrait précis et de dessiner des logements destinés à certaines familles plutôt que d'autres. Donc, on est parti de manière très libre. On a découpé le logement en pièces de taille identique. Ce sont des pièces carrées de 4 mètres de côté. Elles font chacune 16 mètres carrés. C'est une taille qui est assez étrange puisqu'elle n'existe pas vraiment dans les programmes un peu communs des bailleurs et des promoteurs, puisqu'elle est située entre une grande chambre et un petit séjour. On ne sait pas bien ce que c'est, et pour nous, c'était ça qui nous intéressait, c'est que c'était juste des pièces. Et ces pièces, elles s'articulent, elles s'organisent autour d'un jardin central, puisqu'on était toujours autour de l'idéalité de la maison, qui est une des pièces de la collection finalement, qui est une pièce en conditions extérieures. Et les pièces s'organisent donc, on va dire, dans une partie principale en duplex, comme dans une maison,
avec l'une des pièces qui est très particulière puisqu'elle est totalement désolidarisée de la partie principale du logement. Elle se trouve de l'autre côté du jardin, sans aucune connexion. C'est-à-dire que quand il pleut, quand il fait beau, quand il fait nuit, etc. Et pour nous, c'était aussi ce plaisir d'habiter avec le climat. On avait l'impression, à l'époque, c'était en 2008, qu'on allait vivre sous climatiseur tout le temps, de passer de voiture à bureau climatisé. Et mettre au centre le climat nous intéressait. Je vais essayer de faire vite sur les plans, mais on a l'impression que ce sont 10 petits bâtiments. En réalité, ce sont 5 paires de bâtiments. Chacune, donc organisant, donc c'est 5 paires, 1, 2, 3, 4, 5, et chacune organisant de part et d'autre des jardins intimes, les logements, avec les parties principales d'un côté, et la pièce en face de l'autre côté. Donc tout à l'heure, Jacques, tu parlais de l'effet de solitude aussi. C'est aussi la possibilité, on n'a pas appelé ça pièce en plus, mais c'est plutôt une pièce, c'est une espèce de vis-à-vis, une pièce en vis-à-vis, un espèce d'ailleurs chez soi en fait, où on peut être déconnecté pour travailler, parce qu'on est ado, parce qu'on est une personne âgée qui rentre chez ses parents pour faire je sais pas quoi. Voilà, donc ça c'est 5 paires. Entre ces 5 paires, il y a deux espaces que vous voyez ici en vert, qui sont en fait des rues, des venelles publiques qui permettent de connecter les maisons pavillonnaires au parc pour faire en sorte que l'îlot soit poreux. Et entre les 2 autres interstices, il y avait des vides, on ne savait pas quoi faire avec. Et comme on n'avait de cesse dans le projet de protéger l'intimité des logements, c'est-à-dire faire en sorte qu'aucun voisin ne puisse ni regarder chez vous, ni surplomber votre jardin, on passait notre temps à protéger l'intimité des logements. On s'est dit, mais cette densité, finalement, qu'est-ce qu'elle peut apporter comme qualité à un idéal de la maison? Comment la maison pourrait être implémentée par cette question de la densité? Et donc, finalement, on s'est dit, il y a cette opportunité, on va proposer, entre l'intimité des jardins et l'espace public central, des cours partagées. Donc ces cours partagées, elles sont assez particulières puisqu'elles connectent 4 logements. Donc c'est tout simple. Il y avait par exemple ici vous avez une cour dans laquelle il y a 4 portes qui donnent sur 4 logements qui rentrent chez eux par 4 entrées différentes, donc qui sont pas voisins, qui a priori ne se croisent pas. Donc ça multiplie les voisinages possibles. Et donc en fait, ce que vous voyez, c'est que ces parties colorées, ce sont des liens, donc les verts clairs d'un bâtiment à un autre, donc de vis-à-vis de cet ailleurs chez soi, de cette pièce, sont aussi des cours entre logements, donc des liens entre différents foyers, et aussi des liens à une plus grande échelle dans le quartier. Voilà, ici vous avez ce que ça montre aussi, c'est que entre toutes les possibilités je pense que quand on n'habite pas seulement si on avait fait un projet, on habitait seulement dans un bâtiment, on n'habiterait pas de la même manière que si on habitait dans un bâtiment puis un autre avec un voisin qui partage la même cour partagée, qui lui-même habite à côté d'un voisin qui a un balcon à côté d'un voisin, etc. C'est-à-dire que de proche en proche, on a le sentiment d'habiter tout l'îlot. Je vais vous reparler après de cette photo. C'est une des cours partagées un dimanche après-midi où je passais par là. Voilà, donc ça, ce sont les venelles publiques. Et puis on rentre chez soi donc par des tout petits passages comme ça. Et donc il y a bâtiment, jardin, bâtiment, cours partagé, bâtiment, jardin, bâtiment, espace public, etc. Ce qu'on a appris au passage dans ce projet, c'est qu'en fait, l'intimité, ici, le logement, il est, un seul logement est en rapport à la fois avec un espace privé, un espace commun et un espace public. Si on prend chaque pièce du logement, on a vraiment une connexion très directe avec les 3 choses. Donc tout à coup, on s'est dit, tiens, c'est intéressant, le logement, c'est pas le fin fond
c'est pas une dégradation de l'espace public. Ça peut être aussi quelque chose qui est directement connecté avec l'espace public, avec l'espace privé, avec l'espace commun. Voilà. Et ce qu'on fait à l'agence aussi, c'est qu'on est très curieux. On a envie d'apprendre aussi de ce qu'on a fait. Donc, on visite. On se donne 2 ans pour que les gens puissent s'installer. Voilà, ça prend du temps d'habiter. Et puis, on rencontre les habitants, on discute avec eux, on fait des petits relevés, voilà, de la manière dont les logements sont habités. Ici, on est dans une des pièces de vis-à-vis, par exemple, où est arrivé ce qu'on... Je pourrais presque nous raconter que ce projet, en fait. Où est arrivé ce qu'on a imaginé. Il y a pas mal d'adolescents qui ont choisi de se mettre de l'autre côté. Il y a des gens qui... Elle s'est fait un atelier de couture. Voilà, donc ce qui est... Parfois, on a ce qu'on attend, et puis parfois, il y a des surprises. Des fois, on est déçus aussi, et puis des fois, il y a des surprises. J'ai presque envie de vous raconter cette anecdote. Un jour, je passe et je rencontre un père célibataire qui habite un de ses logements, et comme à tout le monde, je lui demande « Qu'est-ce que vous faites dans la pièce en face ?» Et il me répond « moi, j'ai fait le séjour. » Je dis « Ah bon, le séjour ?» Parce que pour nous, architectes, le séjour, c'est vraiment le centre du logement. C'est vraiment le foyer. Et donc, pourquoi est-ce qu'il a externalisé ça? Et donc, il me dit, en fait, dans chaque pièce est un petit séjour, puisque finalement, ma chambre, elle fait 16 mètres carrés, donc j'ai mon bureau. Ma fille, elle a son coin de jeu. En fait, on n'a pas besoin de séjour. Tous les séjours sont disséminés dans chacune des pièces. Et en fait, moi, je suis père célibataire, et ma fille ne vient chez moi qu'un week-end sur 2, ce qui est très peu. Et en tant que père, je suis à chaque fois... je ne sais pas quoi choisir. Est-ce qu'on sort ? On va au resto, on va au cinéma et on fait une fête du fait qu'elle soit là. Ou est-ce qu'au contraire, on reste à la maison parce qu'être père, c'est aussi ça, c'est aussi habiter, prendre du temps chez soi et partager un espace. Et donc, il a trouvé la solution. Il m'a dit, on a décidé de mettre le séjour là, comme ça, on sort ensemble chez moi. Et on sort ensemble chez moi. Quand il m'a dit ça, j'ai vraiment été émerveillée parce que c'est une phrase qui, sortie de son contexte, ça n'existerait pas. En tout cas, le projet permet d'ouvrir des nouvelles possibilités, presque un nouveau langage. Voilà, donc les petits relevés que l'on fabrique. Et pour passer au projet suivant, je voulais vous parler de cette photo-là, où en fait, on s'est intéressé à ces cours. Est-ce que ça marche? Est-ce que c'est vivant, etc. Et on s'est rendu compte qu'il y avait 2 types de cours. Il y avait des cours qui n'étaient pas très utilisés et des cours qui étaient très utilisés. Et on s'est rendu compte que les 2 qui étaient très utilisés avaient la même configuration. On n'avait pas fait exprès, mais il se trouve que c'était comme ça. C'est-à-dire que les 4 portes que vous voyez donnent en fait sur des cuisines. Et donc, on s'est rendu compte que peut-être que la cuisine était un facilitateur de relations de voisinage. Parce qu'effectivement, quand on y réfléchit, on se dit, oui, c'est vrai. La cuisine, on peut faire tout le bruit qu'on veut, on gêne pas quelqu'un qui sera en train de dormir à côté, puisque chaque pièce est libre d'usage, donc c'est peut-être une chambre chez le voisin. En tout cas, quand je suis là, je ne sais pas si quelqu'un est en train de dormir à côté. Et que la cuisine, c'est la convivialité, et voilà, c'est tout ce qu'on connaît. Et donc, on s'est dit, tiens, c'est intéressant, un jour, on travaillera sur ce sujet-là. Et puis un jour, voilà, c'est un autre projet que je vous montrerai tout à l'heure. Voilà, donc ça nous permet aussi de prendre la mesure des choses, la manière dont on occupe l'espace. Voilà, donc un jour, on s'est trouvé à Dijon avec un projet qui était dans une situation assez chouette parce que un îlot tout en longueur qui donne sur le canal de Bourgogne, qui est un canal absolument magnifique. Et donc on se dit, waouh, habiter sur le canal... En plus, je ne sais pas si en France, le canal de Bourgogne, on a tout de suite les images en tête. Habiter contre le canal de Bourgogne, on se voit déjà en Bourgogne sur le canal. Donc on s'est dit comment faire en sorte que tous les habitants de cette parcelle qui est si longue puissent habiter avec ce canal et le sentiment d'habiter avec ce canal. Donc on a juste fait un truc simple, on a fait un jardin commun qui plonge dans le canal, qui fait que même quand on habite tout au bout du jardin, on est avec ce jardin qui plonge sur le canal. Et ensuite, il y avait une petite demande de l'urbaniste qui était que les jardins collectifs
seraient bordés des espaces extérieurs privatifs, et que les logements, donc ça c'était la première chose, et non pas des circulations collectives, et que les circulations collectives animent plutôt le quartier et donc soient côté ville. Voilà, donc on a pris cet exercice-ci. Bon, je vais passer, c'est pas important. En se disant, côté jardin, on va faire cette chose-là, sauf que c'est quand même un vis-à-vis très long et très fort, hein, toute cette longueur. Donc on va travailler un peu avec des façades en accordéon, de telle manière à ce que chaque habitant puisse avoir un grand balcon et des vis-à-vis qui ne soient pas francs et directs d'un côté à l'autre. Et de l'autre côté, on a mis en place ce que vous voyez ici, c'est-à-dire que chaque logement est traversant. Le palier est desservi par un escalier. Pardon, le grand palier bleu. J'ai un autre document, parce que c'est pas très... Bon, je vais y revenir. Voilà, donc ça, c'est les espaces intimes. Donc le logement, il est traversant, il a cet espace triangulaire. Et côté, donc c'est de ça dont je voudrais vous parler, c'est côté espace public. On a des grands paliers que vous voyez ici, ou là, qui sont communs à 4 ici ou 5 logements. Donc les logements sont desservis par un escalier. On parvient donc sur ce grand palier. Et sur ce grand palier, on donne exclusivement les cuisines. Donc il y a 4 logements ici, avec une cuisine pour un petit type qui est ici, une cuisine pour un type qui est là, une cuisine pour celui-ci et une autre pour celui-là. Et exclusivement des cuisines pour faire en sorte qu'on s'assure que cette relation de voisinage puisse réellement prendre forme. Vous voyez que dans le projet, on a imaginé un objet aussi qui est cette grande table, parce qu'on s'est dit que tout le monde sortirait les assiettes, les verres, les chaises, etc., des petits objets individuels, mais que personne ne possédait cette table à la dimension de la communauté de paliers, et que peut-être qu'elle pouvait participer aussi à l'architecture. Voilà, donc ces grands paliers, ils sont très simples. Et vous voyez ici que la structure qui porte ces paliers, il lui manque un petit poteau en fait dans la trame, un poteau intermédiaire derrière lequel est mis la table. Voilà, et puis donc vous avez les cuisines qui sont en fait des cuisines bar. On peut cuisiner depuis l'extérieur ou depuis l'intérieur. Et donc demeure cette grande tablée qui est en fait une table poutre, puisqu'elle soulage le plancher pour pouvoir ôter ce poteau et donner cette grande fenêtre quelque part sur l'espace public et donner une dimension plus large, plus collective à l'espace. Donc quelque part ici, c'est la communauté qui porte le bâtiment de manière très prosaïque, on va dire. Ce premier projet dont je vous ai parlé à Nantes, plusieurs fois on a essayé de retravailler sur la question des pièces non assignées. Et une fois, on s'est trouvé à Dijon en fait, je vous parle aussi de la manière dont dont on fait les projets, avec qui on dialogue ou avec qui on ne dialogue pas. Ici, on avait un dossier de candidature à déposer pour un projet de logement. Et c'était une candidature particulière. À l'époque, ça n'existait pas encore. On nous demandait d'envoyer une lettre de méthode, de décrire la méthode avec laquelle on travaillerait sur le projet. Et pas un projet. Enfin, voilà, il n'y avait pas d'autre chose que ça. Et donc, nous, on s'est dit, mais comment est-ce qu'on peut continuer on était un peu, j'allais dire presque blasés du logement, on n'arrêtait pas d'en faire, etc. On se disait, mais quelle méthode on pourrait trouver pour nous-mêmes, quelque part, nous sortir des sillons dans lesquels on est parti. Et puis aussi, comment faire en sorte que le bailleur qui nous interroge puisse lui aussi sortir de ses habitudes. Parce qu'on sait que lui, il vous dira toujours, oui, mais les gens n'habitent pas comme ci, les logements, ça doit être comme ça, il faut des halls comme ci, il faut des halls comme ça. Ce dont je n'ai pas parlé, c'est qu'il y a énormément de normes, des surfaces très petites, il n'y a pas 50 solutions pour faire un logement. Donc, si on veut faire différemment, il faut essayer de poser les questions de manière un peu comme le premier client m'avait demandé du logement
n'avait pas demandé de logement intermédiaire, et ben moi je me suis dit on ne va pas parler de logement, on va essayer de ne jamais utiliser le mot logement, et on va établir un dialogue avec lui en parlant d'habitat, mais pas de logement. Et donc on a proposé une méthode de workshop avec 2 thèmes. Le premier étant la pièce intime, le second étant la pièce urbaine, puisqu'on s'est dit, voilà, peut-être que la plus grande, la plus belle qualité de l'habitat, c'est d'être tendu, effectivement, entre des plus petites et des plus grandes dimensions que le logement lui-même. Et que peut-être que, justement, la pièce intime, ça parle de l'intimité, la pièce urbaine, ça parle de toutes les connexions, du partage dans l'immeuble, mais aussi avec le quartier, et qu'on pourrait établir des relations là-dessus. C'est le dernier projet. C'est foot, je crois, ce soir, en plus. Voilà, et donc on a fait ces workshops vraiment très thématiques, et on se trouve ici dans une condition urbaine assez particulière, puisqu'on est entre des petites maisons pavillonnaires et un futur quartier d'immeubles collectifs assez haut, et on est chargé par l'urbaniste de faire un projet qui fait la transition entre la petite et la grande échelle, ce qui en soi nous intéresse beaucoup pour les raisons que je vous ai décrites avant. Et donc on a travaillé, on est arrivé avec cette conversion du programme qui là a été très précis par notre maître d'ouvrage, et on a mis en pièces littéralement le programme en décomposant tout le programme, en atomisant le programme en petites pièces de 4 mètres de 3,60 mètres de côté ici. Donc c'est pareil, le logement est une collection de pièces de taille identique. L'une d'entre elles est un espace extérieur. Voilà. Donc, juste pour faire une petite explication, en équivalent programme, pour eux, on leur a présenté les choses comme ça, en disant, voilà, pour un type, là-bas, vous avez à droite, pour un type 3, vous avez séjour, salle à manger, chambre et encore une pièce pour une chambre, cuisine et salle de bain sont des pièces qu'on va composer ensemble. Sauf que dans les plans, on ne mettra pas séjour, on ne mettra pas salle à manger, on ne mettra pas chambre. Ce sont des pièces qui n'ont pas d'usage spécifique. Donc le plan de cet immeuble, il est composé comme ça, avec une pièce centrale qui articule les 3 autres. Voilà. Elles sont ouvertes les unes sur les autres grâce à des grands coulissants en bois que vous voyez ici. Donc ça, c'est le même point de vue, ouvert, fermé. Donc on peut mettre en série les pièces les unes avec les autres pour composer des grandes pièces que traditionnellement on appelle séjour, ou des petites pièces qu'on appelle chambre. Ça, c'est une des pièces extérieures. Une des pièces qui est en situation extérieure, qui est une loggia. Vous voyez ici que les cuisines sont toujours situées sur la loggia, de telle manière à ce qu'elle soit éclairée et ventilée naturellement, et que la pièce latérale a une porte supplémentaire. Donc voilà. Donc je vous la raconte depuis l'intérieur vers l'extérieur. Donc ici, ce sont des loggias quand on est dans le corps du bâtiment, ou des terrasses quand on est sur le toit. Donc l'idée, c'est de faire en sorte que ce logement, on puisse l'interpréter, cette partition de l'espace, on puisse l'interpréter de manière différente. Mais en fait, c'est pour rappeler l'histoire de la pièce dont tu parlais. En fait, ce sont des petits séjours. Et dans une même journée, en réalité, on imagine toujours que le logement, ça doit être comme ça parce que ça fonctionne comme ça, mais même dans une journée, ça change. Dans une semaine, ça change. Il y a les semaines, il y a le week-end, il y a les vacances. Et par exemple, quand on est tous à la maison, mais qu'on a envie d'être chacun séparés, on peut s'isoler. Il y a même 5 personnes qui pourraient être chacune dans sa pièce. On peut aussi tout ouvrir parce que c'est dimanche et que voilà, les portes sont ouvertes, que les enfants jouent dans les chambres, qu'il y en a un autre qui est en train de faire autre chose dans une chambre, qu'il y a une grande table, ce que vous voyez là-bas. Ou alors en bas au milieu, par exemple, il y a aussi le séjour des enfants, c'est-à-dire qu'ils rentrent de l'école, leur chambre, c'est leur petit séjour, qui est ouvert sur le coin repas, c'est le goûter. Donc en fait, le séjour, c'est quelque chose qui mute, qui s'agrandit, qui rétrécit et qui évolue tout au long de la journée. Donc il est assez indéfinissable. Voilà. Et on peut aussi habiter
pas en famille, de manière différente. On peut être colocataire, voilà, on peut avoir 3 chambres avec 3 lits doubles. On peut travailler au domicile aussi, puisque certaines loggias sont accessibles directement depuis l'extérieur, et donc on a 2 portes. On peut rentrer dans la pièce principale ou dans la pièce latérale, qui peut devenir un bureau pour recevoir un client, par exemple. Voilà, donc le projet, il compose avec 18 types différents, qui sont tous rangés dans une grande boîte à outils, qui est une structure poteau dalle de 3,60 m de côté, avec des façades qui sont épaisses, puisque on a voulu avoir la fluidité la plus grande entre les pièces. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir, comme traditionnellement, on a la façade, la pièce et ici un rangement, cette épaisseur-là nous empêchait d'avoir la fluidité qu'on cherchait entre la pièce centrale et les pièces latérales. Et donc, on a disposé ce rangement en façade. Voilà. Donc, c'est une espèce d'alcôve, et moi, j'aime beaucoup cette idée-là aussi, c'est que l'espace le plus petit, le plus intime, c'est celui qui est le plus projeté sur l'extérieur aussi. Donc, il y a une espèce de rapprochement entre l'intime et le public. C'est ce qui a dessiné finalement nos façades. Donc ça, c'est côté jardin. Et côté rue, on se tient plutôt debout. Donc là, on a des rangements qui s'ouvrent depuis l'intérieur, depuis les 2 côtés, ce qui permet d'avoir des pièces qui sont toutes pareilles en dimension, mais qui sont aussi différentes par leur atmosphère et aussi par leur capacité à être meublées, puisqu'ici, vous avez 2 cloisons et qu'on peut meubler différemment que dans l'autre pièce. Voilà, donc la situation urbaine qui est celle-ci. Donc ça, c'est tout le travail sur la pièce qu'on a fait avec eux. Et la pièce urbaine, on a imaginé un grand gradin pour passer très simplement entre la petite échelle des maisons et les grands collectifs. Et c'est une forme urbaine qui nous a fait... On avait l'intuition dès le départ qu'elle pouvait recueillir une multitude de manières d'habiter entre ceux qui habitaient la partie basse. Peut-être qu'il y aurait de l'intermédiaire dedans, du collectif là-haut, des maisons individuelles par lesquelles on pourrait rentrer en bas, et que tous ensemble, on habitait dans une même structure. Voilà, donc c'est un grand gradin, encore en chantier ici. Voilà, donc ici, vous avez par exemple un escalier pour 2 entrées de logement, en bas des petits logements accessibles directement sur l'espace, et on rentre tous par un grand porche commun qui donne accès à un jardin. Pardon. Voilà, donc, et ça, c'est l'autre face. Donc, vous avez vu les 240 fenêtres côté jardin, les 120 fenêtres côté jardin, 120 fenêtres côté espace public. Et puis, à l'angle, on a réservé un espace partagé. On a réservé 10 pièces à l'usage de la communauté des habitants de l'immeuble, avec une loggia en double hauteur. On l'a mise là parce qu'il y avait un arbre extraordinaire, et on s'est dit que peut-être c'était quelque chose, un privilège, c'est une vue particulière qui n'appartenait pas à un logement seulement, mais à tous. Voilà, donc ça c'est vu depuis les petites maisons, et c'est un peu le tissage qu'on a essayé de mettre en place. Je m'arrête là, j'en ai 6 ou 7 encore, mais... Il y a une chose un peu dommage sur laquelle j'aimerais que tu poursuives, même si, bon, on a dépassé les 8 heures, mais le match, vous verrez la deuxième mi-temps, hein, c'est tranquille. Donc, non, que tu reviennes sur le projet, à moins que tu ne l'aies pas mis là, projet de Lille. Oui, parce que quand même, là, on a essentiellement parlé tu as essentiellement parlé de la question de la pièce, de son association, comment tu l'as décomposée, etc. Tout ce travail, mais il y a la question de l'espace partagé, et je trouve que dans cette opération, en particulier, il participe, cet espace partagé, à la configuration de l'architecture. Et c'est assez rare. Et donc, c'est pour ça que j'aimerais, même si tu vas un peu vite, que tu en dises un certain nombre de choses. J'ai pas l'habitude, je sais pas pourquoi il y a des trucs qui ont tourné, c'est pas grave. Donc, c'est une opération à Lille de 50 logements collectifs sociaux. On est dans un quartier qui est très particulier, puisque c'est un quartier au passé industriel. Donc, ce sont des petites maisons ouvrières. Vous voyez les petites maisons, la rue à gauche ici. Vous avez des kilomètres de rue comme ça, pas à droite, hein, à gauche. Des kilomètres de rue, de R+1, +2 et toiture. Donc, une ville constituée de toutes petites choses. Et puis, quand on se balade dans ces rues-là, soudainement, on rencontre
très gros objets architecturaux que sont des usines ou ici des salles des fêtes des années 30 ou une église, etc. Et c'est ce qui fait vraiment la beauté très particulière de ce quartier-là, ces espèces de ruptures d'échelle qui sont très, très belles. Et donc, on avait un peu des préconisations urbaines qui nous demandaient de faire des architectures, donc des bâtiments à R+, c'est écrit crénelés, c'est-à-dire à R+3, +4. Et nous, on s'insurgeait contre ça, on disait, mais justement, non, c'est justement ce qu'on ne devrait pas faire, puisque c'est une qualité spécifique au quartier, justement, d'avoir ces ruptures d'échelle. Et donc, on a décidé de faire donc les 2 bâtiments qui étaient demandés, mais de ne pas faire une hauteur intermédiaire, mais d'en faire un petit, très petit, et un très grand. Et ce faisant, il se trouve que nous, c'était la première fois qu'on travaillait vraiment sur un immeuble collectif haut, puisqu'on sortait de notre projet à Nantes, qui était complètement à plat, etc. On s'est dit, tiens, chouette, que peut faire la hauteur, en fait? Qu'est-ce que c'est habiter tous ensemble, les uns sur les autres, comme ça, en hauteur? Et finalement, dans le programme, la première phrase sur la couverture, c'était logements collectifs sociaux. Et on disait, oui, mais en même temps, quand on ouvre le programme, personne ne nous explique ce qu'il y a de collectif et personne ne nous explique ce qu'il y a de social. Donc peut-être qu'on peut se poser cette question-là très simplement de la manière dont on peut habiter ensemble, collectivement, cet immeuble. Et on s'est dit que, contrairement aux habitants de ce quartier qui, eux, avaient l'avantage d'avoir des jardins en cœur d'îlot, etc., mais habitaient, on va dire, au sol, eh ben nous, les habitants, ils allaient avoir un privilège incroyable, c'est peut-être de pouvoir saisir des vues imprenables, avoir ce privilège de pouvoir avoir un panorama extraordinaire. Et on s'est dit que ce serait bien que chaque logement puisse profiter de l'ensemble des qualités que l'immeuble peut connaître, que lui-même ne connaît pas. C'est-à-dire que l'immeuble, si on le pense comme une personne, lui, il a droit au coucher de soleil, il a droit au lever de soleil, il a droit à la vue sur le jardin, il a droit au lointain, etc. Mais chaque logement ne possède pas cette qualité d'avoir tout ça. Lorsqu'on a monté le bâtiment le plus haut possible, on l'a fait le plus haut possible, et il se trouve que c'était super, parce que c'était de la même hauteur que la salle des fêtes voisine, qui faisait 21 mètres, c'était réglementé, maximum 21 mètres, donc on est monté à 21 mètres, et ce faisant, on s'est rendu compte qu'on avait trop de logements, et qu'on était plafonné en capacité, donc il fallait enlever des logements. Et on voulait pas enlever le dernier niveau parce que c'était trop bien d'être là-haut. Donc on s'est dit, c'est pas grave, on va peut-être enlever un logement par étage. Voilà, donc on a fait des petites maquettes, on a essayé de manière aléatoire. Et puis après, on a essayé de les connecter les uns aux autres. Et puis un beau jour, on est arrivé à cette maquette que vous voyez ici en bas, où chaque logement enlevé fabrique un espèce de grand trou dans l'immeuble traversant. Et l'ensemble de ces trous s'enchaînent les uns aux autres, ils fabriquent une espèce de grand emmarchement qu'on peut prendre comme ça et qui peut nous mener du jardin en bas jusqu'à une grande terrasse panoramique en haut. Les petites maquettes que vous voyez là, donc c'est la maquette du vide, parce que même nous, on n'arrivait pas à le voir, à le comprendre, le vide qu'on était en train de fabriquer. Voilà, donc c'est juste un logement qu'on a un peu ciselé, travaillé de telle manière à ce que ça s'enchaîne comme ça d'un étage à l'autre. Voilà, donc ça c'est le creux, c'est dans les entrailles du bâtiment, le vide. Et c'est un bâtiment, parce que tu parlais tout à l'heure des bâtiments linéaires qui ont un côté et un autre. Ici, le bâtiment, il avait une situation tout à coup un peu étrange, il était très exposé en fait, c'est-à-dire que ces deux façades étaient des façades principales. On ne pouvait pas avoir de façade arrière et de façade avant. Et donc, on a décidé d'avoir des coursives qui s'alternent. C'est-à-dire que de ce côté-ci, on a des coursives aux étages pairs. De l'autre côté, on a des coursives aux étages impairs. Et ces espaces, les creux, permettent de se balader et de passer, si on le souhaite, d'une coursive à une autre. Voilà. Donc, ces creux, en fait, ce sont des prolongements des coursives. Je ne sais pas ici, mais en tout cas, en France, les coursives ont mauvaise réputation. Donc c'est pour ça qu'on a travaillé sur les cuisines coursives, sur coursives, etc. Mais donc nous on s'était dit les coursives, si on en fait, il faut vraiment qu'elles soient extraordinaires, qu'on puisse imaginer qu'il puisse y avoir des activités, etc. Donc ces creux, en fait, ce sont des paliers
à chaque niveau, qui sont des prolongements de ces coursives et qui sont connectés les uns aux autres. On a fait le concours, on l'a gagné. On nous a demandé si c'était pas trop, si on pouvait pas en enlever un ou deux. Donc vous imaginez, parce que du coup il y a plus du tout la suite et la connexion. Et puis quelque part, nous ce qu'on cherchait, et ça c'est de ça dont tu parles, Jacques, évidemment, c'est que c'était une question d'architecture, c'est-à-dire comment donner une dimension collective à l'immeuble. Cette diagonale, elle part d'un angle et elle se termine à un autre angle. Et ça, je vous explique pas tout le problème pour réussir à faire en sorte que ça fonctionne. C'est-à-dire qu'elle est insécable et l'immeuble est régi par la dimension de ces espaces, de ces creux, tout le travail de la structure qu'on a dû faire, des gaines qu'on a dû faire, etc., pour ne pas que ça tombe dans les espaces partagés. Donc, quelque part, les logements aussi rentrent dans cette logique. Voilà, donc petite balade pour que vous compreniez un peu. Donc, voilà, il y a un escalier en bas. Cette circulation, là, je vous la fais en montant, mais juste pour dire, c'est quand même un immeuble où il y a un vrai ascenseur, on va très vite chez soi, on est mauvaise humeur, on veut croiser personne, on monte, on prend sa coursive, on va chez soi. Et puis, si on a envie de croiser ses voisins, on peut emmener les enfants à l'école, par exemple, en prenant les enfants des voisins, dévaler tout ça. Mais on a aussi travaillé, donc on nous a demandé d'en enlever un ou deux, ce qu'on n'a pas voulu faire, parce qu'on leur a dit, mais attendez, on n'a plus la continuité. 2, en fait, il n'y a pas un espace qui se ressemble, puisqu'il y a des espaces qui sont orientés côté coucher de soleil, d'autres côté lever de soleil. Il y en a qui sont en haut, donc qui sont peu traversés. D'autres qui sont en bas, donc tout le monde y traverse. Donc il y en a qui sont plus intimes, plus calmes que d'autres, etc. Donc toutes les conditions, en fait, ils ont chacun un caractère. On a fait des cartes d'identité de chacun. Et on a démontré qu'en fait, on pouvait mettre en place des usages très, très différents. Par exemple, il y en a un qui est plus grand que les autres et qui est de ce côté-ci, qui est côté est, donc qui est dans le noir le soir, enfin qui n'est pas éclairé le soir, dans lequel on a équipé avec prise et un écran de cinéma pour faire en sorte qu'il puisse y avoir des projections de cinéma, etc. Donc c'est un petit équipement à ciel ouvert en fait dans l'immeuble, et c'est dans le nord. Moi, je suis du Nord, donc je peux le dire, mais c'est dans le nord de la France, il pleut beaucoup. Et donc, en fait, le jardin est rarement utilisé. Donc, en réalité, c'est comme une petite ville. Là-dedans, les enfants jouent dans ces espaces-là. Et donc, chaque espace, qu'on a fini par appeler espace partagé, chaque espace partagé, qui est une espèce de porche couvert comme ça, a été programmé avec des petits équipements. Il y en a certains dans lesquels on a réussi à grappiller des petites surfaces dans les logements pour mettre un rangement, pour mettre des transats, un autre où on a pu mettre des prises, faire un petit sanitaire avec un évier, etc. Donc chacun peut accueillir des usages spécifiques. Peut-être que... Voilà, donc on découvre la dame m'a fait des signes là-bas, je sais pas quoi. C'est fini, panorama. Non, mais c'est pas tout à fait terminé quand même, je pense, parce que au fond, tu as montré que tu pars dans une analyse quand même à chaque fois, ou d'une préoccupation qui n'oublie jamais les usages, ou qui en fait en réalité l'élément essentiel. Le moteur. Le moteur. Donc, et qu'avec ça, cette question de la pièce, que tu vas considérer comme une pièce, entre guillemets, je dis neutre, dans le sens où elle va s'assembler de façon différente selon les projets d'ailleurs, mais en même temps, tu perds jamais de vue que, et c'est ça, je dirais, un peu la difficulté, c'est que tu produis une forme qui est celle de l'immeuble, j'appelle ça immeuble, on parlera comme on voudra, du bâtiment de logement, tu produis une forme qui aussi a une logique qui est en relation complète avec les éléments qui sont les éléments individuels. Et ça, c'est quand même, c'est pas simplement une forme qui soit le résultat un peu de l'addition des choses, c'est qu'elle a aussi une spécificité et une singularité qui n'est pas du tout détachée de ce que tu as essayé de faire par rapport à la pièce et à ses usages. Et ça, c'est quand même une leçon, je pense, personnellement. Une leçon, oui, c'est une leçon, allez, on peut le dire. C'est une leçon parce que ça fait c'est vraiment une réinterrogation de ce qu'est
un bâtiment de logement, un ensemble qui doit être habité. Je pense que c'est réinterroger ça. Alors, dans cette réinterrogation, il y aura toujours quelque chose qui sera laissé, disons, ouvert, à savoir qu'est-ce qui va, dans les usages, être complètement approprié, qui va être un peu moins, etc. Mais peut-être, au fond, je me dis, si expérimentation il y a, si expérience il y a, peut-être qu'elle se trouve justement dans la capacité de produire des bâtiments qui offrent des expériences possibles. Après, bien sûr, avec le temps, un certain nombre peut-être deviendront plus importantes, plus dominantes que d'autres, mais à la limite, ça c'est, je dirais, normal. Oui. Je pense que peut-être qu'on pourrait appeler expérimentation. En tout cas, moi, j'ai pas l'impression d'expérimenter, que le projet est expérimental. J'ai l'impression d'expérimenter cette question-là. Oui, tout à fait. Tout à fait, oui. Et effectivement, c'est pour ça que je vous raconte aussi le processus, la manière dont on pense, dont on essaie de s'organiser pour sortir de nos habitudes, pour discuter avec des gens sans tomber dans des conventions, donc elle est là, l'expérimentation aussi, je pense. Après, il y a quand même, dans le premier projet que je vous ai montré avec la pièce de vis-à-vis, c'est quand même un projet qui est un peu particulier, qui convient pas à certaines familles. Je dis n'importe quoi, il y a une famille avec plusieurs enfants de bas âge, c'est un peu compliqué d'avoir cet espace-là. Et là, et c'est pour ça qu'ils ont appelé cette opération quand même innovante. Et le bailleur social a été très classe. En fait, il nous a dit, mais c'est une opération dans laquelle on peut pas... vous savez, en France, quand on a droit à un logement social, on a droit à 3 visites, où vous pouvez accepter ou refuser le logement qui vous est proposé. Et à la 3e, vous devez accepter, sinon vous n'avez plus droit au logement social. On vous a déjà fait 2 autres propositions. Et ici, il nous a dit, on peut pas obliger les gens à venir. Et donc, il a proposé que ces visites-là ne comptent pas, quelque part. Il faisait les visites en off. Et c'était pas compté dans le décompte des visites de logement, de telle manière à ce que les gens qui habitent là aient fait le choix quand même de s'installer. J'ai envie de dire, c'est le projet qui est le plus qu'à limite, entre guillemets, sur l'habitat, sur la question de l'habitat. Donc c'est important aussi qu'il y ait des gens comme eux, qui prennent ces risques-là. Oui, bien sûr. Marlène a disparu. Non, elle est là. Oui, en fait, je ne voulais pas vous couper. Non, il ne faut pas s'approcher de ça. Pardon. Je voulais savoir, est-ce que ça vous dérange si on ouvre la discussion au public ? Non, oui, ça vous va ? Oui, tout à fait. Oui, Allons-y. Allons-y. Ok. Est-ce qu'il y aurait une question dans le public, par hasard, qui pourrait un petit peu faire comme on disait tout à l'heure, un pas de 3 ? Il n'y a pas de question ? Bon, je vais devoir encore trouver une personne qui va être obligée d'en poser une. Non, alors pas de souci. En fait, je voulais savoir, est-ce que ce serait possible j'ai vu, il y a beaucoup de documents. Je me permets un petit peu de demander à Jacques. Il y a beaucoup de documents sur lesquels tu as un petit peu, physiquement, t'as montré une certaine, t'as fait des mouvements comme ça, et puis on s'est dit, mais est-ce qu'il y aurait un document qui est passé tout à l'heure où tu aurais quelque chose, une intervention à faire ou un commentaire à faire en particulier? Parce que ça m'intéresserait bien comme si c'était toi qui devais le présenter, ce projet. Peut-être, est-ce que tu pourrais mettre le plan? Quel drôle d'exercice. Non, je ne sais pas, parce que... peut-être sur un des... Il y en a eu énormément, là. Alors, mais... c'est le dernier, presque. C'est celui-là, quoi. Enfin, alors, c'est pas un plan, c'est ça, quoi. C'est ça, parce que je trouve qu'il y a une capacité, là, à produire une configuration qui n'est pas simple, dans le sens où elle est géométriquement d'une assez grande complexité. En même temps, par rapport aux 2 côtés du bâtiment, une espèce d'évidence par rapport au placement des coursives à des niveaux différents, tous les 2 niveaux, mais différents sur chacun des côtés. Enfin, quelque chose qui ça met pas du tout en cause les autres projets les autres plans que je trouve très très intéressants aussi, hein, sans problème. Mais là, il y a comme la capacité justement de donner à un immeuble qui est quand même un immeuble
de logement, ça représente une certaine communauté de personnes, quoi. Et cet immeuble, au fond, on donne une forme aussi à cette communauté qui n'est pas la seule, qui n'est pas simplement le résultat d'une addition d'appartements. Donc, il y a quelque chose, au fond, c'est peut-être l'image qui me refait penser à Lino Bardi du départ, c'est-à-dire à savoir que ces espaces qui s'articulent les uns aux autres et qui se succèdent à travers le bâtiment, et aussi chose quand même qui géométriquement représente quelque chose d'une très grande complexité, à savoir que tout ça se passe à des niveaux différents, d'un bord de l'immeuble à l'autre, un bord en bas, un bord en haut. Ça va pas de soi, quoi. Enfin, je sais pas, il y a tout un tas de choses là-dedans qui sont vraiment intéressantes. Donc, comment à la fois ce sont des entités individuelles, des entités, comment dire, des éléments, l'espace, chacun des espaces est comme un élément, mais comment est-ce que ces éléments ne restent pas individuels, mais fabriquent quelque chose qui soit véritablement collectif, quoi. Moi, c'est ça ce que je trouve intéressant, et que, alors je dirais comme ça, les occasions ne sont pas forcément toutes celles-ci qui peuvent se présenter, je m'en doute bien, mais comment est-ce que ce type de réflexion peut redevenir quand même une nouvelle, enfin, comment dire, peut redevenir un sujet véritablement d'interrogation dans des opérations de logement collectif, et j'insiste, pour le plus grand nombre, hein, c'est-à-dire des logements collectifs entre guillemets normaux, quoi. Hein, c'est pas absolument exceptionnel par leur surface, par leur luxe, etc. Non. Voilà, c'est pour ça que En fait, c'est vrai que... Alors je pourrais aussi, par rapport à Dijon, non, faire un autre propos, mais je suis pas là pour ça. Donc non, mais peut-être ce que tu suggères et ce avec quoi je suis absolument d'accord. Par exemple, aujourd'hui, ça, on l'a fait en 2010, et à l'époque, il n'y avait jamais d'espace partagé dans les programmes. Aujourd'hui, ça devient plus courant. On a ce type de demande. Et c'est vrai que moi, ce qui m'intéresse, c'est comment des questions d'usage peuvent impacter l'architecture, comment est-ce ils peuvent dessiner l'architecture, comment est-ce qu'ils peuvent transformer l'architecture. Et chaque projet essaye de faire ça. C'est-à-dire c'est pas une architecture dans laquelle on met un usage. C'est architecture et usage sont, je sais pas comment le dire, mais sont intimement liés, la raison de l'un et la raison de l'autre. Il n'y a pas d'architecture sans usage, point à la ligne. Oui, mais on peut utiliser l'architecture. Ça suffit pas, d'accord. Tu vois, on peut mettre une salle partagée dans un. Ah, on peut le mettre dans un coin, mais justement, c'est la démonstration que là, il ne s'agit pas de le mettre dans un coin, il s'agit d'en faire l'architecture elle-même. Oui. Donc voilà, c'est ça le. Mais bon, on pourrait dire. Je sais pas, c'est une comparaison qui va peut-être être un peu osée, mais parce que c'est un bâtiment aussi qui a un usage collectif, plus trop aujourd'hui, mais qu'il a eu au départ, dans un moment un peu utopique d'une époque où c'était comme ça. C'est quand on regarde l'unité d'habitation de Marseille, il y a cette dimension collective, et elle fabrique l'architecture. Autrement, on peut pas comprendre comment il est ce bâtiment. C'est pas simplement une grille de logement, non, il y a aussi la rue intérieure, il y a aussi tout un tas de choses qui lui donnent cette configuration. Donc, au fond, là, à un niveau aussi de dimension beaucoup plus modeste, le bâtiment, je sais pas, il fait 30 logements, non? Même pas. 36. Oui, enfin, dans ce temps-là, bon, Marseille, ça en fait 400, quoi. Enfin, c'est autre chose, quoi. C'est pas, on n'est pas tout à fait dans les mêmes dimensions. Mais justement, arriver à le faire dans cette dimension-là, je trouve ça assez prodigieux. Excuse-moi pour ces éloges et ces... je me permets, j'ai une question dans la salle. Oui, bonsoir, merci. C'est une question à l'architecte plus qu'à l'observateur. Donc merci pour votre exposé, très précis. On voit que votre architecture assurément a un effet social. Et dans l'autre sens, dans quelle mesure le contexte dans lequel vous vous insérez a un effet sur votre bâtiment, ou au contraire, votre bâtiment a un effet sur le contexte, parce qu'on les a peu perçus, donc j'aimerais être
ou sur un cas de figure, par exemple? Là, je vous ai parlé je vous ai parlé, par exemple, dans celui-ci. En fait, quand on dit plus petit, plus grand, parmi les thèmes dont on parle, c'est que quand on commence un projet, on essaie justement de ne pas réfléchir au logement, etc., mais de réfléchir à plus petit, aux usages et à la question urbaine. C'est pour ça que, par exemple, on avait proposé de rentrer dans la question du logement sur la pièce intime et la pièce urbaine, etc. Et par exemple, dans ce projet-ci, c'est vraiment l'identité, quelque part, de ce quartier où il y avait ces gros objets, ces tout petits objets, qui ont fait qu'on a voulu travailler avec ce thème-là qui nous était donné par ce quartier-là, avec cette salle des fêtes qui était plus haute que les autres, etc., pour ériger un bâtiment qui soit dans ce quartier-là, vraiment, et qui... Bon, après, il se trouve qu'il y a d'autres choses, c'est-à-dire qu'en plus, entre la salle des fêtes et le bâtiment, il y allait avoir un futur boulevard planté, etc., ça devenait un axe important pour le quartier. Et donc, pour nous, c'était une manière aussi d'inaugurer ce grand axe. Donc, on co-construit le quartier quand on fait un projet. On fait jamais un projet uniquement pour ses habitants. Heureusement, on le fait toujours aussi pour avancer sur le quartier. Ou pour le bâtiment à gradins, où effectivement pousse un quartier de bâtiments R+5, +6 à côté de toutes petites maisons. Donc nous, comment est-ce qu'on arrive à faire une architecture quand même assez imposante, assez dense, puisque c'est le programme qui le demande, qui est en capacité de dialoguer avec ces toutes petites maisons d'un côté, donc le petit gradin qui tombe comme ça, et avec des futurs des grands immeubles de l'autre côté. Donc à chaque fois, la forme urbaine, entre guillemets, elle est là depuis, avec ses questions propres, qui vont être des outils aussi pour penser la question de l'usage, de la qualité de l'habitat, qu'est-ce qu'on peut co-construire pour le quartier et construire pour les habitants qui vont habiter là. Merci. Jacques, est-ce que tu vas avoir le mot de la fin? Le mot de la fin, oh non, c'est toi qui l'as. Ouais, le mot de la fin, moi, qu'est-ce que je peux dire? J'étais très content que Sophie vienne faire cette présentation, enfin, cette discussion. Je te remercie, enfin, je remercie évidemment la Maison de l'Architecture, et toi en particulier, pour cette invitation. Et je crois que, bon, ça ouvre c'est un travail, bon, comme tous les travaux qui sont intéressants, évidemment, mais ils ne sont pas tous complètement intéressants, malheureusement. Ça ouvre un certain nombre de perspectives ou d'interrogations qui sont des interrogations que je crois véritablement actuelles. Et donc l'actuel, je ne dis pas moderne, je ne dis pas contemporain, je dis actuel. Voilà, on est vraiment dans l'actuel. Voilà. Merci à tous de cette... Merci beaucoup. Merci Jacques. Merci à tous.